Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. J'ai le plaisir d'accueillir M. Ammar Eytamer, auteur et enseignant qui a enseigné le français en Algérie. Il a émigré en France pour poursuivre ses études. Pendant qu'il préparait son doctorat, il a enseigné les lettres modernes dans les collèges et lycées des Pyrénées-Atlantiques. Il vit aujourd'hui à Montréal où il continue d'enseigner et d'écrire. Sur la touche et son quatrième roman publié en 2025 chez les Impliqués éditeurs. Monsieur Ammar Eytamer, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour, merci beaucoup et bonjour à vos téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. La deuxième fois qu'on vous accueille, la première fois, c'était sur L'âme à l'étroit. Sur L'âme à l'étroit, qui était publié chez les éditions L'Harmattan. Alors maintenant, on va parler de Sur la touche. Puis remarquez, toujours un titre, il est évocateur et suggestif. Alors, Sur la touche, ça suggère dans un premier temps l'exclusion ou l'attente, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une posture subie ou c'est une posture qui est choisie par vos personnages? Par rapport à ce personnage, c'est une posture que lui-même il avait choisie. C'est-à-dire, on peut dire qu'il l'avait subi à un certain moment parce que il a vécu une épreuve pour lui qui était terrible, très très difficile. Mais en fait, non, il a vécu un chagrin d'amour, mais habituellement, un chagrin d'amour, quelques semaines, quelques mois, quelques années, et puis on tourne la page, on passe à autre chose. Mais lui, il est passé à autre chose, mais à sa façon aussi. C'est-à-dire, au début, c'était, donc si je réponds à votre question, au début, c'était imposé, mais après, il s'est accompli vraiment cette situation d'être sur la touche, c'est-à-dire la touche de l'existence, et ça lui plaisait beaucoup. Ça lui plaisait. Donc un vieil homme dont personne ne connaît vraiment le passé vit tranquillement au milieu de tout cela. Un événement anodin révèle que le cœur de cet homme n'est pas si pur et si tranquille qu'on le croit, et son étrange réaction, lui si flegmatique, intrigue son entourage qui use de supplications et de pression pour le faire parler. Donc ça, c'est le résumé de ce roman. Est-ce que c'est né d'une observation sociale, M. Eytamer? Ou bien est-ce que c'est né d'une expérience personnelle? C'est une réalité vécue, ou bien c'est carrément une fiction? Non, c'est une fiction du tout. C'est pas ma réalité du tout. Et en fait, je ne sais pas, on me pose souvent la question sur la biographie ou l'autobiographie. Pour moi, c'est une notion un peu élastique. C'est sûr qu'il y a des choses que nous avons vécues, et des fois, on les raconte telles quelles ou un peu romancées, mais il y a des choses qu'on observe, qu'on voit, auxquelles on assiste. Et ça fait partie de notre biographie, qu'on le veuille ou non. Je ne sais pas si je donne un exemple trivial comme ça. Si dans la vie, vous êtes humilié à un certain moment, vous sentez ça profondément. Mais si vous assistez à l'humiliation d'une autre personne devant vous, réellement, vous ne le vivez pas de la même façon, mais ça fait partie de votre biographie. C'est comme si vous l'avez vécu. Donc, ce que je raconte là, ou peut-être, je pense que tout ce qu'il y a dans mes romans, il y a une part de moi-même et une part que j'ai observée. Très bien. Puis il y a beaucoup d'ironie dans votre texte, dans votre style, de cette réalité sociale, quelque part. Oui. En fait, si vous dites qu'il y a beaucoup d'ironie, donc moi, ça me flatte, si vous voulez. J'aime bien. Et puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour aussi dans l'humour. Oui, c'est sûr que l'humour, il y a de l'intelligence aussi et dans l'humour et dans l'ironie, le fait d'écrire de manière comme ça sarcastique. Parlons des personnages, si vous le voulez bien. Gavran, Ounissa, Zaya, entre autres, qui donnent l'impression d'être en marge d'un récit qui est dominant. Qu'est-ce qu'il cherche à préserver? Parce qu'à un moment donné, en lisant, je pense que chacun a son secret, n'est-ce pas? Mais il cherche à préserver quelque chose. Est-ce qu'on parle de la dignité, d'un secret quelque part? Des personnages? Des personnages en général, oui. Les personnages sont des personnages fictifs, certainement, mais ils ressemblent beaucoup aux personnages réels que l'on connaît comme ça dans la vie. Pour moi, il y a beaucoup de personnages, comme vous dites, dans chacun de mes romans, il y a beaucoup de personnages parce que pour moi, le roman, c'est réellement
c'est l'art ou l'écriture, le genre qui repeuple le monde. C'est-à-dire, on permet aux personnages d'exister comme dans la vie, et beaucoup, beaucoup de personnages différents. Après, qu'est-ce que ces personnages dans ce roman cherchent à préserver comme secret? Chacun ce qu'il cherche. Si vous parlez de Gavran, lui, il voulait l'amour d'Ounissa qui est particulière. Elle, qui est particulière et une très belle fille. Tout le monde voulait être aimé par cette fille. Et donc Gavran n'a pas échappé, si vous voulez, à ce fléau que cette fille entraîne, charrie avec elle. Très bien. Puis, bon, il y a sûrement quelque chose qui vous rapproche ou vous éloigne de ces personnages. Mais qu'est-ce qui vous rapproche le plus? Est-ce par exemple leur marginalité? Est-ce leur intelligence? Leur solitude quelque part? Non, ça dépend. Comme je vous dis, il y a beaucoup de personnages, mais moi j'essaye. Vous savez, dans les personnages, le romancier, pour moi, il fait à peu près le même travail que vous faites vous comme journaliste. On invite des gens, on fait parler des gens, mais ça ne veut pas dire qu'on partage quelque chose avec eux. On peut faire parler des personnages avec lesquels on partage absolument rien du tout. Il y a quelques-uns de mes personnages, s'ils sortaient dans la réalité, je les apprécierais peut-être, d'autres auxquels je ne parlerai même pas. Oui. Donc, quels sont les personnages qui me ressemblent ou qui ne me ressemblent pas? Moi, de toute façon, il n'y a aucun personnage qui est moi dans ce roman, dans n'importe quel roman. Mais tous les personnages, ils ont un petit peu, chacun il a peut-être un petit quelque chose, ne serait-ce que par son côté humain. Oui, c'est exactement. quelque chose qu'ils partagent avec moi. Peut-être justement au niveau des personnages, ils ont chacun leur caractère, mais pour les thématiques, est-ce qu'il y a une thématique dominante? Est-ce que c'est l'amour qui est la thématique dominante quelque part, ou bien est-ce que c'est... Dans ce livre, oui, je pense. C'est le livre qui raconte un chagrin d'amour, et un chagrin d'amour qui a influencé notamment le personnage principal, mais c'est à peu près... c'est le même, c'est un chagrin d'amour qui est vécu de différentes façons par plusieurs personnages qui tous aiment la même fille. Voilà, qui touchent la même fille, oui. Exactement. Exact, parfait. On va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille M. Ammar et Samer. On parle roman, on parle littérature. Sur la touche, c'est son 4e roman. On va s'en parler dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous chez Agora, ici Télévision, par le roman, par littérature. Mon invité, c'est M. Ammar Eitsamer, qui a bien voulu être parmi nous pour parler de son dernier roman Sur la touche, publié chez Les Impliqués, éditeurs. Alors, M. Eitsamer, on parlait d'amour tout à l'heure. Alors, on va parler d'Ouanissa et sa conception de l'amour, page 29, que voici. Ouanissa oublia son verre de jus, presque encore plein. Elle était toute ouïe. Zahia but sa dernière gorgée, puis dit « Vois-tu, le chagrin d'amour rend pathétique. Et la personne que tu poursuis de ta passion ne peut s'empêcher de te mépriser. J'avais déjà pressenti quand c'était moi qui poursuivais, mais je l'ai vécu de façon on ne peut plus claire lorsque je fouillais. Quand un homme pleure à mes pieds et implore mon indulgence, je regrette de ne pouvoir sortir un revolver et débarrasser la terre de cette souillure. C'était le seul sentiment que j'éprouvais devant ce spectacle. Bon, alors c'est très fort, Zahia, c'est un caractère fort, explosif. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa conception? Zahia, c'est un personnage très, très important. On peut dire dans un milieu comme ça, un village kabyle, c'est une personnalité rare aussi. C'est une femme instruite, c'est une femme qui, elle aussi, avait vécu un chagrin d'amour, mais après, elle avait beaucoup pensé à cela. C'est une femme instruite, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui est généreuse de ses conseils. Après, moi personnellement, je reviens à votre question par rapport au personnage, je la trouve un peu cynique. Oui, c'est effectivement, il y a des côtés que j'aime dans ce personnage. On a dit que c'était une très belle femme aussi, donc qui donnait des conseils à Ounissa. Elle lui a servi généreusement de mentor. Mais je trouvais qu'il y a quand même beaucoup de cynisme dans ce qu'elle dit. Puis il y a une désillusion de la vie chez tous ces personnages. Ils sont comme désillusionnés. Hein. Chacun, j'ai presque envie de dire du désespoir complètement, qui est déguisé. Mais c'est peut-être une désillusion, mais par rapport à quoi cette désillusion?
Chacun, parce que réellement, c'est des personnages qui vivent dans une société où il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de difficultés à vivre. Déjà, à vivre quotidiennement, c'est c'est très difficile. Et donc, ces personnages, chacun essaye de s'en sortir comme il peut. Il y a d'autres qui, par exemple, qui ont vécu des chagrins, des difficultés, mais ils ont réussi à reprendre leur vie, à reprendre la vie. Oui. Mais d'autres qui en sont restés là. Ça dépend après du parcours de chacun, surtout du tempérament de chacun. Le personnage principal, il a réagi de façon un petit peu, qui me semble un peu atypique. C'est que chagrin d'amour, tout le monde en a connu comme ça dans sa vie, ça passe, mais lui, c'est comme si il en est resté là. Même là, il parle, il avait 68 ans quand il raconte. Il a vécu quelque chose à 20 ans, 68 ans, normalement on passe à autre chose, mais lui c'est comme s'il est toujours à cette expérience-là. Oui. Puis cet homme sur la touche, parce qu'il a été déplacé hors du centre, hors du récit social, hors de la parole qui compte, est-ce que sa blessure vient du fait qu'il a compris que le monde ne lui ferait pas une place naturelle? Oui, c'est comme si lui, le jour où il avait compris que la fille qu'il avait aimée, qu'il aime, donc ne l'aimera jamais. Donc, en quelque sorte, il devrait tirer les conséquences de ça. Pour lui, c'est comme si, et surtout, en fait, non pas uniquement cette fille ne l'aime pas, mais elle l'avait montré de façon brutale, cynique et de façon, en quelque sorte, presque entre guillemets, on peut dire avec une vulgarité de comportement. Exactement. Et donc, c'est comme lui, tout ce qu'il avait projeté sur cette personne qu'il voyait comme une personnalité idéale, il a compris que finalement, il se faisait des histoires. Oui. Et il a extrapolé ça, c'est comme si toute la vie est comme ça. C'est brutal, c'est cynique, c'est... Alors que la vie continue. Oui, alors que la vie continue, il y a des moments effectivement de brutalité, de cynisme, des moments très très difficiles dans la vie, mais la vie reste la vie. Et il y a beaucoup de rose, très bon. Et on continue de vivre, mais lui aussi, il a continué, mais surtout à sa façon. Moi, je trouve que c'est ça qui le rend un peu comme personnage atypique. Oui, exact. Bon, il y a beaucoup d'extraits forts, hein, il faut le dire, là. Permettez-moi encore de relater cet extrait. Je ne savais pas que l'on pouvait aimer la vie de cette façon. Gratuitement et pour elle-même, tout le monde s'accroche à la vie, certes plutôt par lâcheté ou par amour de la vie. On n'aime pas la vie, on a peur de mourir. Aujourd'hui, moi, je veux vivre pour sentir, pour voir, pour marcher, pour la vie. Et c'est doux, c'est intense, c'est tellement sensationnel. Une telle phrase, non seulement c'est fort, mais est-ce que c'est relatif aussi à une fin de vie? Peut-être parce qu'à la fin de la vie, on est assagi, on est apaisé, et puis on voit les choses autrement. À la fin de la vie, en quelque sorte, c'est comme s'il revivait tranquillement au village cette situation, mais ça, ce passage, il l'avait dit parce que c'était une fille qu'il aimait. À un certain moment, il a réussi à aller la voir, et puis ils ont passé un moment très agréable. Pour elle, c'était un moment ordinaire comme ça, mais lui, il s'est fait un film dans sa tête que voilà, ça y est, on est ensemble pour la vie. Et donc, voilà ce que... Et quand il est parti, voilà, il voyait, c'est comme s'il ne marchait plus, on dirait qu'il planait, il était tellement heureux, et la vie se suffisait à elle-même, et il adorait vivre. Il adorait vivre, oui. Donc, mais en fin de vie, il faut le dire, on a toujours cette envie de continuer, peut-être parce qu'on voit que la mort approche, alors on s'accroche. Je ne sais pas, je ne suis pas en fin de vie pour le moment. Mais pour le moment, on ne peut pas en dire plus. Bon, normalement, moi j'aimerais bien peut-être vous passer le livre pour un extrait. Je pense qu'on va le faire à la pause. Mais avant ça, une question sur la thématique qui vous a semblé la plus urgente dans ce livre, mis à part l'amour. Est-ce qu'il y a, parce que j'ai eu l'impression que peut-être il y a des peuples ou des entités ou des identités qui, mis à part, ils parlent d'amour. Mais il y a aussi la marginalité de certaines entités, des peuples qui sont marginalisés. Il faut s'entendre là, peut-être à cause des guerres, peut-être à cause des crispations géopolitiques que l'on vit. Est-ce que vous partagez cela? Le fait qu'il y a certains peuples, certaines entités dans le monde, là, on ne cible pas, ils vivent une certaine marginalisation par rapport au système politique de la vie, au système social. Oui, c'est sûr que le monde il est mené par l'effort, soit sur le plan géopolitique, soit sur le plan interne aussi. C'est des jeunes qui n'ont pas vraiment de pouvoir quelconque. Si on parle de ce qui se passe dans
Dans le livre, il y avait à un certain moment un procès où 6 jeunes couples ont été arrêtés parce qu'ils s'embrassaient et puis le procureur a requéré la prison pour ça. Alors c'est sûr qu'il y a un abus de pouvoir immense. Immense. Et puis les jeunes, on a humilié leurs parents. C'était vraiment, si vous voulez, donc dans ce cas-là, c'est une situation qui prouve que ces peuples, effectivement, ils sont marginalisés, ils sont dominés et on ne comprend même pas pourquoi. Parce que dans quelle mesure ils menacent les intérêts de ceux qui les humilient comme ça, on ne comprend pas. Exact. Ça reste flou, hein, c'est incompréhensible. Bon, très bien, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes pour continuer notre conversation avec mon invité d'aujourd'hui, M. Ammar Hammer. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Mon invité d'aujourd'hui, M. Ammar Hammer, venu nous parler de son dernier, son 4e, sur la touche, publié chez Les Impliqués, éditeurs. Bon, la question de la marginalité revient. Donc, est-ce que vous pensez que la marginalité soit un lieu fécond pour la littérature ces dernières années? Je comprends votre question. Marginalité, vous parlez de l'écrivain, s'il est marginal. De la thématique en général, mais peut-être on peut l'étendre à l'écrivain. Mais bon. Oui, mais c'est sûr que, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, le roman, c'est en quelque sorte, c'est les gens qui représentent la vie, donc la marginalité fait partie de la vie. Dans tous les secteurs, il y a des gens qui sont marginalisés ou qui se marginalisent eux-mêmes, des fois par des circonstances. Et ça reste, c'est une thématique existentielle et c'est une thématique donc de la littérature. La littérature, elle s'occupe de toutes les facettes existentielles. Elle s'occuperait bien, très très bien de la marginalité, effectivement, oui. Très bien, parfait. Je vais vous laisser, si vous le voulez bien, donc partager avec nos lectrices, nos téléspectateurs qui nous regardent, un extrait de votre roman Sur la touche, publié chez Les Impliqués éditeurs. Je vous laisse le choix, M. Hammer, c'est à vous. Donc ça, c'est le personnage principal qui parle, qui raconte. Et donc 68 ans, il parle de sa jeunesse et il parlait de la fille qu'il avait aimée, Ounissa. Et voilà, il disait... vous m'avez parlé tout à l'heure de Zahia, c'est en quelque sorte c'est son mentor, c'est la femme qui l'initiait parce que Zahia c'est une jeune fille qui se posait des questions comme toutes les jeunes filles. C'est quoi la meilleure façon de faire avec les garçons? Les garçons ils se posent aussi la question comment s'y prendre avec les filles. Donc elle posait la question à Zahia et elle lui a parlé, mais lui, le personnage principal, il a su cela bien plus tard. Et quand il racontait, il disait « Cette initiation de femme à femme avait permis à Ounissa de nous prendre de l'avance. Quand je la regarde aujourd'hui, du haut de mes 68 ans, je revois une adolescente qui maîtrisait parfaitement les jeux de l'amour. Elle se jouait de nous à sa guise, pendant que nous soupirions pour elle. Était-elle une méchante personne? Non, je ne le crois pas. Sa beauté nous fascinait, notre alanguissement l'amusait. C'était tout. Peut-être elle était un peu insensible, mais qui ne l'est pas à cet âge-là? Personnellement, je l'étais presque de façon obsessionnelle. Les gens autour de moi étaient des ombres. J'étais le centre du monde et tout le reste ne comptait pas. Je n'ai commencé à m'intéresser aux autres que quand je suis revenu de presque toutes mes illusions, et vaguement. » Très bien. L'exil, on s'entend qu'il y a l'exil intérieur et l'exil géographique. Oui. Il y a l'exil qu'on vit, peut-être comme auteur, l'exil que les personnages peuvent vivre, comme il y a l'exil géographique d'être loin de chez soi. Ouais. Est-ce que vous pensez que ces personnages vivaient l'un ou l'autre comme un exil intérieur? Le personnage principal, c'est sûr qu'il était un exilé chez soi. Surtout pendant sa jeunesse, à un certain moment même, il avait été tenté de couper les liens avec tout le monde, mais ce n'était pas possible. Et puis, il y avait d'autres circonstances qui ont fait qu'il est revenu dans le jeu social. Mais on peut être effectivement un exilé dans son propre village, même dans sa propre maison. C'est-à-dire, si vous êtes une personne, vous ne partagez quelque chose d'intime ou de sincère ou authentique avec personne, vous êtes un exilé, même si vous vivez dans votre famille, dans votre quartier. Et c'est pas, quand vous parlez de l'exil géographique, parfois c'est quand on s'exile géographiquement qu'on se sent un peu mieux accueilli que quand on était chez soi. Ça peut être ça. C'est une question aussi d'état d'esprit, parce qu'on se sent bien dans une place
quand on peut se sentir moins dans une autre. Oui. Exactement, lui il était à l'aise déjà quand il était à l'université et puis mais après bon avec l'âge quand il est revenu aussi au village il était très tranquille mais c'est parce qu'il était très bien avec lui-même. Il était sur la touche mais il aimait bien cette situation et donc d'ailleurs après on comprend qu'il avait une vie sociale comme on peut en avoir dans un village. Il était un vieux mais les jeunes étaient très à l'aise avec lui. Oui. Donc si vous voulez il avait une vie qu'on peut dire à peu près remplie, comment elle peut être remplie dans un village. Voilà. Oui, Émotionnellement. Je ne sais pas si vous êtes le genre d'auteur qui écrivait pour transmettre un message. Sinon, c'est quoi non, j'écris pas pour transmettre un message. Je n'ai pas la prétention de donner des leçons de morale à X ou Y. Moi, j'écris parce que j'aime écrire. Et quand quelqu'un me dit que j'ai aimé votre livre, j'ai passé un bon moment avec votre livre. Ah, moi, j'ai aimé, par exemple. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Message. Et puis, moi, je vous dis, je suis très méfiant par rapport au message des œuvres littéraires parce que vous savez, il y a un proverbe chinois un dicton chinois qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Oui. Et quand vous croyez avoir bien compris le message d'une œuvre littéraire, on peut très facilement se retrouver dans la place de celui qui regarde le doigt. Exactement. Parce que les messages sont souvent ambigus. C'est ça. Mais sinon, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent tout de même du livre? Est-ce que... moi, ce que je vous dis, ce que j'aimerais qu'ils retiennent de livre, c'est que, comme ce que vous venez de me dire, j'ai passé un moment agréable en lisant ce livre. Après, c'est sûr qu'il y a des résonances personnelles. Chacun, qu'est-ce qui va résonner chez ce personnage? Peut-être, voilà, c'est le côté cynique de Zahia. Oui. Peut-être c'est la beauté un petit peu fatale de Ounissa. Peut-être c'est la marginalité de personnage principal. Oui. J'ai raconté l'histoire, j'ai essayé de donner vie à des personnages. Moi, j'espère avoir réussi. Voilà, donc, et puis c'est toujours au lecteur aussi. Hein. Oui. Une fois, on écrit pour être lu, là. C'est sûr. On se met d'accord sur ça. Donc, Ammar Eitsamer a été mon invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Sur la touche, son dernier roman, son 4e roman, chez les impliqués éditeurs, disponible. C'est en France, hein, normalement, c'est publié. Oui. C'est publié en France. Donc, les gens qui sont intéressés de communiquer avec notre invité, là, il y a Google, je ne sais pas, puis juste noter le nom d'Ammar Eitsamer, puis la communication peut se faire... page Facebook. Page Facebook aussi. Hein, ou par l'éditeur. De toute façon, le livre, il est sur les plateformes marchandes, Amazon. Exactement, sur les plateformes numériques connues, surtout Amazon. Donc, sur la touche, on retient ce titre de son auteur, Ammar Eitsamer. Merci beaucoup, M. Eitsamer, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, prochain rendez-vous, toujours chez Agora ici Télévision, jeudi à 15h30. Au revoir.